AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour, alors ce matin, pas de travail pour les seniors sans engagement. Je reçois Jean-François Amadieu. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 1er Panthéon-Sorbonne et aussi directeur de l'Observatoire des discriminations. Donc on va commencer cette conversation dans quelques instants, mais tout d'abord, s'engager pour le travail des seniors. Alors nous sommes dans une situation inédite. 68% des Français sont opposés au projet de réforme des retraites, perçu comme inégalitaire, injuste et inefficace sur la pérennité de notre système de répartition. La mobilisation dans tous les territoires, dans toutes les catégories de la population est historique, rien de tel depuis 1995. Le gouvernement reste campé sur ses positions. Pourtant, dans un contexte d'allongement de la durée du travail soutenu par seuls 7% des actifs, il est plus que pertinent de s'interroger à la fois sur quel projet de société est attendu par nos concitoyens sur la valeur travail et sur la difficulté française à employer des travailleurs seniors. Faisons un petit tour d'horizon. À partir de quel âge est-on senior en France? Étymologiquement, senior signifie plus âgé que les autres. Mais plus âgé que qui, précisément? L'âge à partir duquel on devient senior n'est pas gravé dans la loi française. Au sens de l'INSEE, ce terme désigne les 50 ans et plus. Pôle emploi retient le seuil de 55 ans. Et pour un tiers des recruteurs, on est déjà senior à 45, voire à 40 ans. Conclusion, la seniorité est pour le moins une définition floue. Quel est le taux d'emploi des seniors? 56% des 55-64 ans sont aujourd'hui en emploi. Une moyenne qui cache de profondes disparités, car ce chiffre fond drastiquement à 35,5% pour les 60-64 ans. Nous sommes le pays où le taux d'emploi des seniors est sérieusement inférieur à celui de ses voisins. 59% pour la zone euro, 56% au Royaume-Uni, 63% en Allemagne, 77% en Suède. Par ailleurs, le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l'âge et ils restent au chômage bien plus longtemps que le reste des demandeurs d'emploi. Conclusion, retrouver du travail après 50 ans s'apparente dans un grand nombre de cas à un parcours du combattant. Alors, la France est-elle discriminatoire vis-à-vis des seniors? Elle est en tout cas le pays où la population a le plus d'a priori négatifs à l'encontre des seniors. Dans ce classement, nous sommes 61e sur 68 pays. Pour 78% des salariés, être senior est la caractéristique qui peut le plus les marginaliser ou les pénaliser au travail. L'âge est pour 43% d'entre eux la première source de discrimination potentielle devant l'apparence physique, le diplôme à 23% et le genre à 21%. Quant aux managers, il considère à 75% qu'avoir plus de 55 ans est à compétence égale le premier motif de rejet. Conclusion, avoir plus de 55 ans en France est rarement un atout pour trouver du travail. Alors comment booster l'emploi des seniors? Comment s'attaquer à ces discriminations qui sont des enjeux de justice sociale, de santé économique et publique? Comment augmenter le taux d'activité et d'attractivité des seniors? Rééquilibrer les comptes est un impératif pour le gouvernement. Augmenter de 10 points l'emploi des seniors pourrait, selon certains économistes, participer à hauteur de 5 milliards au financement des retraites. Jean-François Amadieu, nous allons parler de tout cela ce matin. Alors, bon, je l'ai dit, cette réforme des retraites mobilise la société française tout entière, les citoyens, les médias, les leaders d'opinion, les politiques, et elle fait apparaître des faits et des observations quelque peu négligées jusqu'à présent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé plus tôt à ces inégalités qui touchent les seniors dans le monde du travail? Oui. Parce que dans le monde entier, et surtout en France, il y a ce qu'on appelle de l'agisme, c'est-à-dire qu'au fond, on n'aime pas particulièrement les seniors, surtout les seniors en emploi, et du coup, on n'a pas jugé que c'était prioritaire, qu'il fallait s'en occuper. D'autres sujets ont semblé jusqu'à présent prioritaires, notamment du point de vue de la statistique publique, des enquêtes publiques. Peut-être qu'on peut prendre un exemple. Oui. Il y a, quand vous allez sur le site de l'INSEE, qui a pour mission de produire des statistiques, qui ensuite vont inspirer les actions, les politiques à mener, eh bien, vous trouverez une fameuse enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine, que mènent l'INSEE et l'INED, et elle existe depuis 2008, il y a eu 2 versions de cette enquête, très importante, mais dans cette enquête, on n'avait pas
pensé, alors qu'on a interrogé 20 000 Français, on n'avait pas pensé à inclure suffisamment de personnes de plus de 50 ans. Et comme elles n'étaient pas assez nombreuses, du coup, dans toutes les publications qui sont produites par l'INSEE, eh bien, on ne présente pas la situation des seniors, c'est-à-dire qu'on a interrogé les gens de 18 à 49 ans et pas ceux qui sont plus âgés, pour savoir comment ils vivent, s'ils ont des discriminations, comment ça se passe au travail ou ailleurs. Et du coup, au fond, on a organisé d'une certaine manière, c'est l'invisibilité des gens dès qu'ils avaient plus de 49 ans. C'est simplement la moitié des Français de plus de 18 ans ont été oubliés. Donc après, les conclusions, que valent-elles ? On oublie les préoccupations et ce que vivent en fait, en termes d'inégalité, les seniors. C'est très important ce que vous dites, cet oubli de la population sur les études. Donc évidemment, on peut imaginer que ça a produit des inégalités. Vous employez d'ailleurs un mot très fort, celui de discrimination. Est-ce que ça veut dire que cette question de l'employabilité des seniors a été aussi négligée par le gouvernement ? Alors, vous savez que c'est le gouvernement qui impulse les grandes enquêtes statistiques, qui diligente, on y reviendra peut-être, des tests en envoyant des CV, ce qu'on appelle des testings. C'est aussi le gouvernement, le ministère du Travail, qui va financer des études et la direction de l'animation de la recherche du ministère du Travail. Donc, si vous voulez, c'est les financements publics. Donc, il y a une impulsion des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ont considéré, particulièrement en France, qu'il y avait d'autres priorités. Alors c'est vrai que, par exemple, la discrimination en raison des origines du patronyme était un sujet bien sûr important, la question des discriminations à l'égard des femmes aussi, mais ça n'explique pas pourquoi d'autres sujets sont passés sous les radars, totalement. Et il y en a plusieurs, malgré leur importance. Alors, le défenseur des droits a mené des enquêtes, et nous savons, parce que ça a été évidemment observé à de nombreuses reprises, que l'âge, c'est le premier motif de discrimination à l'embauche que déclarent les demandeurs d'emploi quand on les interroge. Et dans les enquêtes européennes, et plus encore dans le cas français, tout prouve que être senior, avoir plus de 55 ans est vraiment un handicap majeur pour l'embauche, et qui arrive avant bien d'autres motifs, ce qui est important. Il faut sans doute ajouter que quand vous êtes un senior, vous avez aussi d'autres caractéristiques qui peuvent être en votre défaveur, car votre apparence physique se modifie. Vous prenez par exemple du poids, et puis votre situation matrimoniale va changer aussi, et puis vous pouvez avoir des problèmes de santé ou du handicap. Alors en fait, vous dites, il y a une invisibilisation des candidats seniors, qui d'ailleurs eux-mêmes ne se sont pas constitués en force de lobbying et d'influence. Il n'y a pas en France aujourd'hui, comme dans le droit des femmes, dans le handicap, dans le genre, des associations de seniors puissantes. Alors, à la question qui a été posée dernièrement, vous sentez-vous capable de faire le même travail qu'actuellement jusqu'à votre retraite ? 44% des salariés répondent par la négative. Et curieusement, c'est plutôt les jeunes qui se voient plus souvent incapables, 58% pour les moins de 30 ans, c'est très intéressant cette statistique, qui se voient incapables de continuer aussi longtemps, alors que les seniors disent à 26%, oui, bien sûr, ok, je pourrais faire le même travail. Est-ce que ça pourrait démontrer que cette question de l'incapacité des seniors, en fait, est un préjugé ? C'est-à-dire que les seniors ont envie de montrer qu'ils peuvent encore travailler et qu'ils ont encore une employabilité, donc ils ne reconnaissent pas que ça leur est difficile. Mais si on il y a d'autres sondages dans lesquels on pose la question plus précisément, est-ce que vous pensez pouvoir faire le même travail à 60 ans, par exemple ? Donc il y a déjà quelques années, il y avait ce type d'enquête, et là on voit quand même il y a une inquiétude mais c'est vrai que les seniors ne le reconnaissent pas volontiers. Et puis c'est aussi le rapport au travail. On sait que c'est pas le même avec les nouvelles générations qu'avec les plus anciennes. Alors le niveau de salaire aussi. Le niveau de salaire, c'est souvent un des arguments qui est avancé au frein à l'employabilité des seniors. Dans certains pays, comme la Suède par exemple, les pratiques salariales sont fortement égalitaristes. Travail égal, salaire égal. Est-ce que c'est une piste pour la France ? Et puis par ailleurs, 70% des seniors disent envisager de revoir leur rémunération à la baisse ou à changer de fonction. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas cela ? Oui, alors
vous avez raison, les seniors sont prêts à une certaine souplesse. Cela dit, il y a beaucoup de pays, alors vous mentionnez le cas de la Suède, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels, et bien sûr c'est le cas en France, il y a des augmentations des salaires à l'ancienneté. Donc effectivement, quand on a l'ancienneté et qu'on est senior, on a des salaires plus importants. Mais ça, c'est très difficile de revenir en arrière par rapport à un mécanisme qui est assez vertueux en réalité. Il rémunère l'expérience et puis au fond, et la prise de responsabilité, etc. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que lorsqu'on observe beaucoup d'emplois aujourd'hui, et d'emplois qui sont en tension, dans lesquels on pourrait recruter, et où il y a beaucoup de seniors demandeurs d'emploi, eh bien vous apercevez que c'est des emplois dans lesquels, en fait, on gagne la même chose que l'on soit jeune ou plus âgé. Donc c'est pas une question salariale, et pour autant il y a discrimination. Si vous voulez, quand vous prenez des emplois de l'hôtellerie, de la restauration, des postes de serveurs, des postes sur les serveurs, les services les emplois à domicile, auprès de jeunes enfants. Donc vous avez des jobs qui sont des jobs finalement qui sont au SMIC ou à un SMIC 20. Vous avez beaucoup d'emplois finalement qui sont peu rémunérés. Il n'y aura aucune différence entre un début et une fin de carrière. C'est pas parce que vous êtes senior que vous avez des salaires plus élevés, vous voyez. Donc en fait, il faut bien faire la part des choses. Il est vrai que la question salariale peut se poser, mais elle ne se pose pas pour tous les emplois, et pour beaucoup de types d'emplois, l'obstacle à l'embauche des seniors n'est pas la question du salaire. Oui, d'ailleurs, sur l'accompagnement, on pourrait penser que les seniors ont toute leur place. Alors, on va parler aussi de la formation. Les compétences ou la mise à niveau de celles-ci sont souvent aussi évoquées comme un frein. Or, selon une étude IFOP, dernière, seul un salarié sur 10 entre 45 et 62 ans a suivi une formation professionnelle. Au Danemark, 72% des 55-64 ans ont suivi une formation. En Suède, c'est 62%. En France, on est à 32%. Alors, pourquoi ? On trouve inutile en France de former des seniors ? Oui, bien sûr. Alors, ce problème a été identifié depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. On avait même rendu il y a quelques années obligatoire ce qu'on appelle des plans seniors que les entreprises devaient mettre en place. Et il y avait bien sûr cette question de la formation, afin qu'on forme les seniors, afin qu'ils développent leurs compétences en fin de carrière. Encore aujourd'hui, l'idée est encore sur la table. On sait qu'il faut encore l'améliorer, comme vous venez de le dire, et peut-être dans le cadre d'ailleurs d'un index senior. Mais en effet, maintenir l'employabilité et les compétences, parce que on n'investit plus dans la formation. Mais on pourrait faire le même constat d'ailleurs pour les personnes qui ont une reconnaissance de leur handicap, où là aussi ils accèdent moins aux formations. Donc effectivement, si on veut que les gens puissent rester en entreprise, travailler plus longtemps, il faut les former. Et puis alors, peut-être ce dernier argument dans notre conversation aujourd'hui, il y en a bien d'autres, mais on va peut-être prendre ce dernier argument, c'est la difficulté d'adaptation et d'intégration des seniors dans des équipes plus jeunes. Là encore, réalité, préjugés ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent, malheureusement, et que j'ai entendu parfois même de DRH, ce qui est quand même plus surprenant. En fait, comment dire, c'est un préjugé, c'est un stéréotype classique. En fait, ça n'est pas vrai. Les choses pourraient très bien se passer. Et qu'est-ce qu'il prouve ? C'est que quand vous êtes à l'étranger, vous allez dans un fast-food en Asie, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, vous trouvez des seniors, vous trouvez dans les métiers de la vente, vous trouvez partout. Et je prends l'exemple des fast-food parce que c'est typique. Vous voyez beaucoup de seniors jusqu'à plus de 90 ans. Je ne dis pas qu'il faut travailler jusqu'à plus de 90 ans dans les fast-food. Pas très entendu en France. Oui. Je sais bien, mais c'est pour dire que c'est pas en soi rédhibitoire, c'est imaginable, ça va pas casser l'ambiance, ce sera pas un problème. Mais en France, malheureusement, on l'entend très souvent, et ça, c'est très dommageable. Et alors, dans cette proposition de réforme des retraites, il n'y a pas beaucoup on va dire, il n'y a pas beaucoup d'attention aux seniors, mais on a quand même l'index senior qui est proposé par le gouvernement. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement que cet outil va faire progresser la société sur ces questions de considération et d'employabilité des seniors ? Alors, sur un index de ce type, tout le monde sait que si vous mesurez simplement, mais qu'il n'y a pas
d'obligation de résultat, c'est-à-dire une sorte des quotas, des obligations de garder, des pénalités, du bonus-malus, etc. Si ça n'est pas contraignant, ça va pas donner grand-chose. Surtout si l'index est calculé de manière assez, light. C'est le cas de l'index égalité femmes-hommes. On s'aperçoit que c'est pas très difficile pour une grande entreprise d'avoir un bon score. En réalité, elles y arrivent parce que l'index est calculé de telle manière qu'il n'est pas très contraignant. Donc c'est un peu l'inconvénient de ces index. Je crois que ce qui serait vraiment prioritaire, c'est que on essaye d'utiliser et que le gouvernement se décide enfin à faire du name and shame, comme on dit, c'est-à-dire à dénoncer des entreprises qui vraiment excluent les seniors à l'embauche, qui est tout à fait immoral dans la période actuelle. Merci beaucoup Jean-François Amadieu. Alors, pas de culture, pas d'engagement sans culture. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, mais je voudrais recommander plus particulièrement ce matin La Société du paraître, Les beaux, les jeunes et les autres, publiés aux éditions Odile Jacob. Vous y analysez les formes invisibles de la discrimination, comment le culte de l'apparence s'insinue dans de nombreux aspects de la société, comment ces discriminations restent le plus souvent non traitées, banalisées ou non discutées du fait d'une non-perception de leur véritable impact. Rien n'est évident en matière de discrimination, les préjugés, partis pris, stéréotypes, les biais d'interprétation, l'héritage historique, extrêmement documenté. Cet ouvrage permet de mieux comprendre, de mieux appréhender les mécanismes sociaux, culturels, institutionnels, politiques mis en œuvre. La Société du paraître aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour La force de l'engagement.